À la fête de famille, à 16 ans, mon abdomen s'est rompu. Maman a refusé l'opération. Mon dossier indiquait « Nouveau tuteur légal ». Je m'appelle Eden et à l'âge de 16 ans, j'ai appris le genre de vérité qu'aucun adolescent ne devrait jamais avoir à affronter. C'est arrivé lors de notre réunion de famille élargie au vieux ranch, où tout le monde riait, posait pour des photos et se pressait autour de la scène en bois improvisée. Je n'étais même pas dessus, juste à proximité, quand toute la structure a cédé dans un craquement violent. Une lourde poutre de soutien est tombée droit sur moi et a percuté mon abdomen, me coupant le souffle. Je me souviens de m'être effondré, incapable de respirer, tandis que des voix tourbillonnaient autour de moi, les gens paniquant et criant à l'aide. Quand l'ambulance est arrivée, je pouvais à peine garder les yeux ouverts. À l'hôpital, les médecins m'ont transporté en urgence, expliquant que j'avais une rupture de l'abdomen et que je devais être opéré immédiatement. Quelqu'un a demandé qui était mon tuteur. Une infirmière a composé le numéro de ma mère. Je perdais et reprenais conscience, mais j'ai entendu sa voix clairement. Elle semblait agacée, calme, complètement impassible. « Je suis dans un spa », a-t-elle dit. « Si elle ne s'en sort pas, envoyez-moi juste un texto. » Ce moment m'a blessé plus profondément que la blessure elle-même. J'ai senti tout m'échapper, les voix, les lumières, le monde alors qu'il poussait mon brancard vers la salle d'opération. Quand j'ai finalement rouvert les yeux, faible et désorienté, il y avait une nouvelle mention sur mon dossier. Nouveau tuteur légal. Ce n'était pas le nom de ma mère, et la personne qui est intervenue n'était personne que j'aurais pu imaginer. Si vous avez déjà été abandonné au moment où vous aviez le plus besoin de quelqu'un, restez avec moi. Cette histoire ne fait que devenir plus incroyable à partir d'ici. Avant que je ne vous dise qui a pris le relais lorsque ma propre mère s'est détournée, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite de cette histoire. Et dites-moi en commentaire d'où vous me regardez. J'adore voir notre communauté venir des 4 coins du monde. Je me souviens des années avant l'accident avec une clarté qui fait encore mal. Mon enfance a basculé au moment où mon père est décédé. J'étais trop jeune pour comprendre pleinement ce que signifiait la mort, mais j'ai compris la façon dont la maison a changé après. Patricia, ma mère, était autrefois stricte mais prévisible. Après l'avoir perdue, quelque chose en elle s'est durci. Elle est devenue plus froide, facilement irritable et obsédée par le maintien des apparences pour le monde extérieur. À l'intérieur de la maison, cependant, elle me traitait comme un fardeau qu'elle n'avait jamais demandé. Pour ma sœur Marina, c'était l'histoire inverse. Patricia la louait pour tout, son apparence, ses notes, même sa façon de respirer. Elle a grandi protégée par l'attention, épargnée de toute responsabilité, et obtenait tout ce qu'elle voulait sans discussion. De l'extérieur, les gens pensaient que nous étions une famille parfaite avec une fille bien élevée et une autre qui était indépendante. C'était le mot préféré de Patricia pour excuser son manque d'implication avec moi. L'indépendance n'était pas quelque chose que j'avais choisi. C'est quelque chose qu'elle m'a imposé. Le week-end, lorsque Marina allait faire du shopping ou assistait à des cours de danse, je restais à la maison à faire des corvées ou à manger seule au comptoir de la cuisine, silencieuse, invisible et veillant à ne pas l'irriter. La seule personne qui ait jamais semblé remarquer ce déséquilibre était mon oncle Léon Willis, le frère cadet de mon père. Quand j'étais petite, il venait souvent, prenait de mes nouvelles, m'apportait de petites choses comme des crayons, des collations ou des livres qu'il pensait que j'aimerais. Il me posait des questions sur l'école, s'asseyait avec moi pendant mes devoirs et me traitait comme si j'avais de l'importance. Patricia l'a toléré au début, mais à mesure que Marina grandissait et que l'attention se tournait de plus en plus vers elle, l'attitude de Patricia envers Léon a changé aussi. Elle a commencé à trouver des excuses chaque fois qu'il voulait passer. Bientôt, elle lui a dit qu'il devait nous laisser de l'espace pour guérir, même s'il n'y avait rien à guérir, seulement une distance qu'elle créait activement. La dernière fois qu'il est venu à la maison sans appeler, Patricia l'a accueilli à la porte et lui a dit que ce n'était pas le bon moment. Je l'ai observé depuis les escaliers pendant qu'elle le repoussait avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il a levé les yeux, m'a vu, m'a fait un petit signe de la main, puis est parti. Après cela, Patricia a clairement fait savoir qu'il n'était pas le bienvenu à moins qu'elle ne l'invite explicitement, ce qu'elle n'a plus jamais fait. Chaque année qui passait, la dynamique devenait encore plus déséquilibrée.
Marina continuait de briller aux yeux de Patricia, récompensée pour chaque petite réussite. J'ai appris à rester à l'écart, à ravaler mes sentiments et à prétendre que les choses ne me blessaient pas autant qu'elles le faisaient. Je n'en ai jamais rien dit à Léon. Je ne voulais pas causer de problème ni lui rendre les choses plus difficiles. Au moment où j'ai eu 16 ans, je m'étais habituée à être l'oubliée, la fille qui restait en arrière-plan pendant que tout le monde admirait Marina. Je n'avais pas réalisé à quel point ces schémas m'avaient profondément affectée jusqu'au jour où tout Orange s'est effondré, littéralement et métaphoriquement, et a exposé à quel point ma place dans la famille était vraiment fragile. Cette prise de conscience a préparé le terrain pour la suite, poussant ma vie vers un moment que je n'avais jamais vu venir. Le matin de l'accident a commencé comme n'importe quelle autre réunion de famille au ranch. Des parents déchargeaient des glacières. Des enfants couraient partout avec des cierges magiques. Et les adultes étaient occupés à installer de longues tables pliantes pour le déjeuner. Marina était dans son élément, absorbant chaque parcelle d'attention. Elle n'arrêtait pas d'entraîner des cousins vers la scène en bois improvisé, une vieille plateforme que quelqu'un avait bricolée des années auparavant, pour prendre des photos pour ses réseaux sociaux. Pendant qu'elle posait, l'une de mes tantes m'a appelé pour l'aider à porter des chaises supplémentaires vers la zone à côté de la scène. Je suis passée devant des groupes de personnes qui discutaient, l'odeur du barbecue flottant dans l'air et le bruit habituel de nos réunions de famille. Je me suis arrêtée près du bord de la Seine, attendant que ma tante me tende les chaises, et c'est là que j'ai remarqué que le bois sous les pieds de Marina craquait plus fort qu'il n'aurait dû. La planche s'affaissait légèrement chaque fois qu'elle changeait de poids, mais elle n'y prêtait pas attention. Elle était trop occupée à secouer ses cheveux et à dire à quelqu'un d'ajuster l'éclairage. J'ai ouvert la bouche pour la prévenir, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, un craquement sec a déchiré l'air. Toute la plateforme a basculé sur le côté alors que la poutre de soutien principale s'est brisée. Marina a crié et a sauté juste à temps. Pas moi. Une énorme planche de bois pourri s'est détachée du cadre supérieur et s'est écrasée droit sur moi avant que je puisse réagir. L'impact a frappé mon abdomen avec une force brutale, me projetant en arrière sur le sol. La douleur a explosé dans mon torse, brûlante et désorientante, et j'ai goûté le sang en cherchant un air qui ne venait pas. Les gens ont commencé à crier mon nom. Quelqu'un a hurlé d'appeler le 911. Des mains planaient autour de moi mais n'osaient pas me bouger. Le poids de la poutre cassée m'oppressait jusqu'à ce que 2 de mes oncles la soulèvent. Et c'est là que le sang a vraiment commencé à couler abondamment. Le monde vacillait tandis que des voix se disputaient sur ce qu'il fallait faire. Patricia n'était nulle part près de moi. Elle était occupée à essayer de calmer Marina, qui n'arrêtait pas de se plaindre que la scène avait ruiné sa tenue. Mon oui allait et venait alors que les sirènes approchaient de loin. Au moment où les ambulanciers m'ont atteinte, leurs instructions semblaient étouffées, comme s'ils étaient sous l'eau. Ils m'ont glissé sur un brancard, ont serré des sangles sur mes épaules et m'ont précipité vers l'ambulance. J'ai aperçu des visages inquiets, frénétiques, inconnus avant qu'une autre vague de douleur ne me force à fermer les yeux. Le trajet vers l'hôpital s'est transformé en un mélange de mouvements et de nausées. Quelqu'un tenait un masque à oxygène près de mon visage et a mentionné une hémorragie interne. Une autre voix a prononcé le mot « rupture ». Je ne pouvais pas me concentrer assez longtemps pour comprendre quoi que ce soit, sauf que tout faisait mal et que tout semblait anormal. Lorsque les portes des urgences se sont ouvertes brusquement, des lumières vives m'ont frappé de toutes parts. J'ai entendu quelqu'un crier pour un chirurgien traumatologue. Puis les choses ont de nouveau sombré dans l'obscurité, engloutissant le chaos derrière moi alors qu'il me poussait aux urgences. Quand les portes des urgences se sont refermées derrière les ambulanciers, tout autour de moi ressemblait à un tourbillon de bruit et de lumière vive. Un médecin traumatologue s'est penché sur moi, pressant ses mains le long de mon abdomen, sa voix perçant le sifflement dans mes oreilles alors qu'il annonçait mes signes vitaux et ordonnait du sang immédiatement. Quelqu'un a mentionné une hémorragie interne. Un autre a dit que ma tension chutait trop vite. Et le médecin a répété que l'opération ne pouvait pas attendre. Ils m'ont roulé sous des lumières plus vives, plaçant des moniteurs sur ma poitrine, tandis qu'une infirmière parcourait mon dossier d'admission pour confirmer les contacts d'urgence. Je l'ai entendu dire le nom de Patricia avant de composer son numéro, sa voix d'abord stable, mais devenant tendue alors qu'elle s'écartait pour entendre l'appel.
Même dans mon brouillard, j'ai perçu des fragments de la bande-son du spa à travers le haut-parleur, une musique d'ambiance douce, le filet d'eau, le faible bourdonnement des machines. L'infirmière a essayé de parler clairement, expliquant que j'avais un abdomen rompu, que j'avais besoin d'une autorisation immédiate pour une opération en raison de la gravité de l'hémorragie. Elle a à peine fini que Patricia l'a interrompue. Je suis occupée. Si elle ne s'en sort pas, envoyez-moi juste un texto, a-t-elle dit, son ton plat, ne dépassant même pas l'irritation. La voix de Marina s'est fait entendre faiblement en arrière-plan, suivie d'un petit rire, comme si tout cela n'était qu'un inconvénient. L'infirmière s'est figée, le téléphone toujours à la main. Madame, elle pourrait ne pas survivre sans intervention, a-t-elle insisté. Mais Patricia a raccroché. L'infirmière a fixé l'écran un instant, abasourdie, puis s'est tournée vers le médecin et a répété les mots qu'elle venait d'entendre. Son incrédulité s'est immédiatement manifestée. Elle a refusé, a-t-il demandé, comme s'il avait besoin de confirmer quelque chose d'aussi invraisemblable. Quand l'infirmière a hoché la tête, il a juré entre ses dents et a commencé à demander une procédure d'urgence, invoquant le protocole de l'hôpital pour les mineurs dont les tuteurs n'autorisent pas un traitement vital. Ma vision s'obscurcissait et s'éclaircissait à chaque vague de douleur, mais je pouvais encore entendre l'urgence dans leur voix. Quelqu'un a mentionné de contacter les services de protection de l'enfance, CPS. Un autre a dit qu'ils avaient besoin d'une autorisation temporaire jusqu'à l'arrivée de l'équipe juridique. Un masque froid s'est posé sur mon visage alors qu'il augmentait l'oxygène, et j'ai lutté pour rester éveillé assez longtemps pour comprendre ce qui se passait. Mais la pièce a tangué, transformant les lumières du plafond en traînées, tandis que le personnel s'agitait rapidement autour de moi. L'infirmière s'est penchée près de moi, sa voix douce mais tremblante, me disant de garder les yeux ouverts si je le pouvais. J'ai essayé. Vraiment. Mais la douleur ne cessait d'augmenter, se propageant dans mon abdomen comme un feu. J'ai saisi une dernière phrase avant que le monde ne m'échappe à nouveau. Elle perd connaissance. Tout en moi semblait à la fois vide et lourd, et les sons des urgences se sont estompés jusqu'à ce qu'il ne reste que mon rythme cardiaque, lent et lointain. Le personnel de l'hôpital s'est démené pour me stabiliser, préparant la salle d'opération tandis que le personnel juridique se hâtait de mettre en place des mesures d'urgence. Je ne savais rien de tout cela sur le moment. Tout ce que je savais, c'est que j'étais seule sur cette table, assez consciente pour réaliser que ma propre mère avait choisi un rendez-vous au spa plutôt que de signer un papier qui pourrait me sauver la vie, et trop faible pour faire autre chose que de laisser l'obscurité m'envahir. Et alors qu'elle se refermait sur moi, je ne pouvais m'empêcher de me demander si quelqu'un d'autre dans ma famille se souciait assez pour se présenter quand elle ne le ferait pas. Cette question trouverait une réponse plus tôt que je ne l'aurais jamais imaginé. Au même moment, à des kilomètres de l'hôpital, Léon Willis était sous le capot d'un vieux pick-up dans son garage, s'essuyant la graisse des mains tandis que la radio fredonnait en arrière-plan. Il ne vérifiait pas souvent son téléphone en travaillant, mais l'écran s'est allumé avec un appel d'un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Quelque chose l'a poussé à répondre quand même. La voix à l'autre bout du fil s'est présentée comme une coordinatrice de l'hôpital et a demandé s'il était listé comme contact d'urgence pour une mineure nommée Eden. Léon s'est figé sur place. Il n'avait pas entendu mon nom prononcé directement depuis des années, pas depuis que Patricia l'avait exclu de nos vies. Mais l'entendre maintenant lui a immédiatement coupé le souffle. La coordinatrice a expliqué la situation rapidement. Traumatisme, hémorragie interne, chirurgie d'urgence requise, tuteur injoignable. Avant même qu'elle ait fini, Léon attrapait déjà ses clés. Il n'a pas demandé la gravité de la situation. Il n'a pas demandé pourquoi personne d'autre n'était là. Il n'a pas demandé pourquoi son nom, enfoui dans de vieux dossiers, avait refait surface. Il a simplement dit « J'arrive » et il est sorti en trombe. Il a conduit plus vite qu'il n'aurait dû, se souvenant à peine des routes alors qu'il filait vers l'hôpital. Au moment où il a atteint les urgences, une infirmière l'a précipité vers un bureau rempli de formulaires de consentement. Le médecin l'a accueilli avec une expression grave, expliquant la sévérité de la rupture et à quel point chaque minute comptait. Léon n'a pas scié. Il a signé chaque papier sans en lire une seule ligne. Sa signature, nette et immédiate, comme si le stylo était guidé par l'instinct plutôt que par la pensée. Une agente des services de protection de l'enfance,
CPS, est arrivé peu après, ayant été notifié par l'hôpital en raison du refus de Patricia d'autoriser le traitement. Lorsqu'elle a demandé à Léon s'il était disposé à demander une tutelle d'urgence pour que l'opération puisse avoir lieu sans délai, il a répondu avant même qu'elle ait fini sa phrase. Oui. Tout ce dont elle a besoin? Oui. Ils ont traité les documents sur place, dans le couloir, tamponnant les papiers pendant que l'équipe chirurgicale se préparait à m'emmener en urgence au bloc opératoire. Léon n'a reculé que lorsque le personnel médical l'Y a forcé, regardant, impuissant, alors qu'il me poussait à travers les portes battantes, le panneau rouge, accès restreint, se refermant entre eux. Les heures passaient avec une lenteur angoissante. Léon faisait les 100 pas dans la salle d'attente, les mains jointes si fermement qu'il semblait se maintenir par la force. Des infirmières passaient, certaines le reconnaissant comme le tuteur enregistré, lui offrant de petits signes de tête rassurants, bien qu'aucune ne put rien promettre. Lorsque le chirurgien est finalement sorti, sa blouse marquée de traces de l'opération, Léon a presque bondi sur ses pieds. Le médecin a dit que la procédure avait réussi, mais a averti que la convalescence serait délicate. Léon l'a remercié d'une voix rauque, comme s'il avait retenu sa respiration tout ce temps. Quand j'ai finalement repris conscience, le monde semblait doux et lointain. Mon corps était lourd à cause de l'anesthésie. J'ai cligné lentement des yeux face aux lumières tamisées de l'hôpital, essayant de reconstituer ce qui s'était passé. Mon regard s'est porté sur le tableau blanc accroché à côté de mon lit, celui qui listait les médicaments, les noms des infirmières et les informations sur le tuteur. Sous le mot « tuteur », écrit en lettres capitales claires, il y avait un nom que je n'avais pas vu associé à moi depuis des années, Léon Willis. Pendant un instant, j'ai cru que je rêvais encore. Ma poitrine s'est serrée, non pas à cause des points de suture, mais à cause du flot d'émotions qui m'a submergé d'un seul coup. La confusion, l'incrédulité, un soulagement presque douloureux. De toutes les personnes qui auraient pu se présenter, la seule que ma mère avait repoussée, celle dont elle insistait qu'elle n'avait pas sa place dans ma vie, était celle qui était venue en courant alors que je m'éteignais. Dans cette chambre silencieuse, avec le bip doux des machines autour de moi, j'ai compris quelque chose avec une clarté que je n'avais jamais eue auparavant. La personne qui m'avait sauvée n'était pas celle qui m'avait élevée. C'était celle qui n'avait jamais cessé de se soucier de moi, même quand on ne lui permettait pas de le montrer. Le lendemain matin, alors que je me remettais encore dans mon lit d'hôpital, une enquêtrice du CPS est venue me parler. Elle s'est présentée gentiment, a expliqué pourquoi elle était là et a demandé la permission de me poser quelques questions. Son ton était prudent, ni apitoyé, ni condescendant, juste stable. Elle m'a demandé ce dont je me souvenais, ce que j'avais entendu lors de l'appel téléphonique, si ma mère s'était présentée à un moment donné, et si ce genre de négligence s'était déjà produit. Chaque réponse donnait l'impression d'enlever une couche que j'avais gardée hermétiquement fermée pendant des années. Quand elle a terminé, elle a hoché la tête avec une sorte de certitude solennelle, écrivant une dernière note sur sa tablette, négligence médicale confirmée. À partir de ce moment, tout a commencé à s'effondrer autour de Patricia. Le CPS a ouvert un rapport d'urgence recommandant une audience de tutelle temporaire. Un avis a été envoyé à ma mère le même après-midi. Selon l'agente, Patricia n'a pas répondu pendant des heures, pas avant de réaliser que l'affaire avait des conséquences juridiques. Et quand elle a finalement rappelé le service, ce n'était pas pour demander comment j'allais. C'était pour exiger pourquoi on la dérangeait pour quelque chose d'aussi mineur. Pendant ce temps, les retombées éclataient là où elle ne s'y attendait pas. La nouvelle de l'accident était déjà parvenue à l'école de Marina, mais ce qui s'est répandu encore plus vite, c'est le détail qu'elle avait ri quand je me suis effondrée. Plusieurs parents présents à la réunion ont déposé des plaintes, affirmant que son comportement était dérangeant et socialement inapproprié. L'école a lancé un examen de conduite et, en quelques jours, Marina a été convoquée dans le bureau du conseiller. À la fin de la semaine, elle avait perdu sa place dans plusieurs équipes parascolaires, et les amis qui s'accrochaient autrefois à elle se sont éloignés, embarrassés d'être associés à elle. Patricia a dû faire face à sa propre tempête. L'enquête préliminaire du CPS s'est étendue au-delà de l'incident de l'hôpital. Ils ont examiné des années de comportement financier, les archives du foyer et mon historique scolaire. Lorsque des incohérences sont apparues, rendez-vous médicaux manqués, absences inexpliquées,
rapport d'enseignant sur la négligence, son employeur a été informé dans le cadre de l'enquête de fond. En 48 heures, elle a été mise en congé administratif. L'entreprise a invoqué des préoccupations concernant son jugement et sa mauvaise conduite parentale, et les rumeurs se sont rapidement propagées parmi ses collègues. À la fin du mois, elle a été licenciée. Les collecteurs de dettes ont commencé à appeler ensuite. Léon m'a dit discrètement que la maison avait des mois de retard de paiement, quelque chose que Patricia avait caché. Maintenant qu'elle avait perdu ses revenus, la banque a accéléré la procédure de saisie. Les avis s'accumulaient sur la porte d'entrée. Les voisins chuchotaient chaque fois qu'elle sortait. Pour une femme qui avait bâti son identité sur le contrôle et les apparences, voir tout lui échapper était comme un miroir cruel de ce qu'elle m'avait fait. Marina n'a pas bien géré le changement non plus. Elle a confronté les camarades de classe qui l'évitaient, insistant que rien de tout cela n'était de sa faute. Elle a blâmé les parents qui l'avaient signalé, l'école pour son excès de zèle, et finalement, elle m'a blâmé, moi, même si je n'avais dit un mot à personne sur son comportement. Elle a envoyé des messages exigeant que je rectifie les rumeurs, puis des messages m'accusant de ruiner sa vie, puis de longs textos chaotiques alternant entre insultes et supplications. Pendant tout ce temps, Léon est resté une présence constante à l'hôpital. Il m'a aidé à m'asseoir pour la première fois, à ajuster mes oreillers, à parler au médecin et s'est assuré que je ne sois jamais seule plus de quelques minutes. Ma guérison était lente, mais indéniable. Chaque jour, je me sentais un peu plus forte, un peu plus ancrée, comme si mon corps reconnaissait enfin qu'il était en sécurité. Le contraste entre les deux mondes, le chaos consumant Patricia et Marina, et la stabilité tranquille qui m'entourait est devenu impossible à ignorer. Pour la première fois de ma vie, les conséquences ne retombaient pas sur moi. Elles retombaient exactement là où elles devaient. Les premiers jours après avoir quitté l'hôpital semblaient surréalistes. Léon m'a aidé à monter dans son camion avec le même soin discret qu'il avait montré depuis le moment où il avait signé ses papiers. Je l'ai suivi jusqu'à sa maison, encore raide et douloureuse, mais consciente que chaque kilomètre parcouru m'éloignait du chaos dans lequel j'avais grandi. Dès que nous avons franchi sa porte d'entrée, il m'a tendu mon propre jeu de clés, non pas avec un discours ou un geste sentimental, mais avec une confiance simple et stable qui me disait que j'avais ma place ici. Ma convalescence a trouvé son rythme presque immédiatement. Chaque matin, Léon me réveillait d'un léger coup à la porte avant de me conduire à la kinésithérapie. Il attendait pendant chaque séance, assis dans un coin avec ses gants de travail dépassant de sa poche arrière, hochant la tête pour m'encourager lorsque je me dépassais dans les exercices les plus difficiles. Quand je grimaçais ou faiblissais, il ne se précipitait pas pour me couver ou paniquer. Il disait simplement, « Tu te débrouilles bien, gamine. » Un pas à la fois. Et d'une manière ou d'une autre, cela rendait tout possible. À la maison, il a aménagé un petit espace dans le garage pour que je puisse m'étirer et m'entraîner à marcher. Il gardait l'endroit impeccable, rangeant les outils et balayant la poussière, comme si le sol en béton lui-même devait être sûr pour moi. Parfois, il travaillait sur le moteur d'un client pendant que je faisais mes exercices, fredonnant au son d'une vieille station de radio. C'était le genre de coexistence simple que je n'avais jamais connu, calme, stable, prévisible de la meilleure des manières. Les week-ends sont lentement devenus ma partie préférée de la routine. Léon ne planifiait jamais rien d'élaboré. Il vivait simplement d'une manière qui me faisait de la place. Nous marchions sur le sentier près du lac derrière son quartier, nous arrêtant quand j'avais besoin de repos. Il faisait des ricochets sur l'eau, me montrant comment tourner le poignet pour que le galet rebondisse plus d'une fois. D'autres jours, il m'emmenait dans le garage et m'apprenait à reconnaître les outils, à nettoyer les bougies d'allumage, comment les moteurs respirent à leur manière mécanique. Je n'étais pas encore assez forte pour faire grand-chose, mais il expliquait tout avec la patience de quelqu'un qui avait tout le temps du monde. Un après-midi tranquille, il m'a emmené pêcher sur un petit quai en périphérie de la ville. Nous n'avons rien attrapé de valable, mais peu importait. C'était le calme, celui qui s'infiltrait dans mes os, qui semblait être le vrai miracle. J'ai alors réalisé à quel point la paix m'avait été étrangère. Pas de cris, pas de critiques, pas de marche sur des œufs, juste la sécurité, la chaleur. Juste la famille, une vraie famille. Non pas à cause du sang, mais à cause du choix. Et chaque soir, en m'installant dans la chambre d'amis qu'il avait insisté pour aménager pour moi,
je sentais la même pensée monter, stable et indéniable. Je ne voulais pas y retourner. Pas à la maison de Patricia, pas à l'ancienne version de ma vie. Vivre avec Léon n'était plus temporaire. C'était le premier endroit qui ressemblait à un foyer. Plus mon corps guérissait, plus cela devenait clair. Mon cœur avait déjà pris sa décision. La date du tribunal est arrivée plus vite que prévu, et au moment où nous sommes entrés dans le palais de justice, mon corps était devenu plus fort et ma voix ne tremblait plus quand je parlais. Léon était assis à côté de moi à la longue table en bois, sa présence calme manquant alors que le juge ouvrait l'audience. Le CPS a d'abord tout présenté, les dossiers de l'hôpital, les déclarations du personnel des urgences, les notes horodatées documentant l'urgence de ma blessure, et même le journal montrant comment ma mère avait rejeté l'appel d'urgence. Il y avait aussi l'évaluation du CPS indiquant clairement que ces actions constituaient une négligence médicale. Chaque élément de preuve était comme un poids enlevé de mes épaules, la preuve que tout ce que j'avais enduré n'était ni imaginé ni exagéré, mais réel et documenté. Quand ce fut mon tour, je me suis levée et j'ai dit la vérité avec plus de fermeté que je ne l'aurais cru. J'ai expliqué les années de négligence, la manière dont Patricia favorisait Marina à l'extrême, comment j'étais souvent traitée comme un inconvénient, et comment je m'étais habituée à être invisible dans ma propre maison. J'ai décrit le moment où la scène en bois s'est effondrée, la douleur fulgurante dans mon abdomen, et la terreur d'entendre la voix de ma mère dire à l'infirmière qu'elle était trop occupée dans un spa pour signer quoi que ce soit. La salle d'audience est restée complètement silencieuse après que j'ai fini, comme si tout le monde avait besoin d'un moment pour absorber cela. Patricia a tenté de se défendre, insistant sur le fait qu'elle n'avait pas compris la gravité de la situation, mais ses excuses se sont effondrées sous les questions du juge. Marina a essayé de détourner l'attention d'elle-même, affirmant qu'elle n'était même pas près de moi, mais le rapport d'incident de l'école et les plaintes des autres parents ont clairement exposé son comportement. Il ne leur restait plus rien derrière quoi se cacher. Après une brève pause, le juge a rendu sa décision. Patricia a été définitivement déchue de tous ses droits parentaux. La salle d'audience a réagi avec un mélange de choc et de compréhension, mais tout ce que j'ai ressenti, c'est une libération silencieuse, comme si quelqu'un avait enfin ouvert une fenêtre dans une pièce étouffante. Le juge s'est ensuite tourné vers Léon et l'a officiellement nommé mon tuteur légal jusqu'à mes 18 ans. Léon a simplement hoché la tête une fois, fermement, comme si cela n'avait jamais été une question pour lui. Les conséquences pour Patricia et Marina se sont rapidement manifestées. Patricia a fait face à des mesures disciplinaires au travail après que son dossier de négligence a fait surface, et l'audit financier initié par le CPS l'a mise dans des difficultés encore plus grandes. La bourse de Marina a été révoquée après que son rapport de conduite contraire à l'éthique soit parvenu au conseil scolaire, et elle a été mise en suspension académique. Leurs vies se sont effondrées, mais je les ai observées de loin, sans amertume, seulement avec clarté. Lorsque nous sommes sortis du palais de justice, Léon m'a demandé si j'allais bien. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pu répondre honnêtement par l'affirmative. Là, sur les marches du tribunal, j'ai prononcé les mots qui attendaient en moi. Je coupais complètement les ponts avec Patricia et Marina, non pas par haine, mais par instinct de survie. Je choisissais la personne qui s'était présentée, qui avait signé les papiers qui m'avaient sauvé la vie, qui était restée. Dans les semaines qui ont suivi, la vie avec Léon s'est installée dans un rythme calme. La guérison n'a pas été instantanée, mais elle était réelle. J'ai appris quelque chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise des années plus tôt. La famille n'est pas définie par le sang, mais par la loyauté, la constance et l'amour. La famille, ce sont ceux qui refusent de vous abandonner. Et pour la première fois de ma vie, j'avais cela. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché ou si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, veuillez aimer, partager, vous abonner et laisser un commentaire. J'apprécie vraiment chacun d'entre vous.